Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Hazard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de INCO, Société d'investissement solidaire et durable. Vous êtes conseiller spécial de la Commission européenne pour l'économie sociale et solidaire. Vous publiez ce livre qu'il faut lire. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je l'ai bien dit ou pas? Comment vous le diriez, C'est vous parfait, c'est exactement ça, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. Trouver sa place dans le nouveau monde du travail, c'est chez Flammarion. Il y a ce chiffre, je suis tombé de ma chaise, voire de l'armoire. 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Comment vous arrivez à ce chiffre? C'est pas possible. C'est une étude en fait qui est sortie, une étude qui a été faite par Dell il y a quelques temps, qui montre qu'effectivement 85% des jobs C'est n'existent hyper pas encore. angoissant. C'est la réalité aujourd'hui Ouais. de la quatrième révolution industrielle, hein, celle du métaverse, celle des NFT, l'intelligence artificielle, de la robotique, qui fait que nos métiers se transforment énormément. Ça va de plus en plus vite et aujourd'hui, on est dans une révolution qui est exponentielle. Et donc, bien évidemment, il va y avoir des secousses sur le marché du travail. Ouais. 85%, c'est quand même... et voilà. Après, chiffre corollaire aussi, les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail pourraient connaître 17 métiers en moyenne tout au long de leur vie active. C'est-à-dire qu'on change de job tous les 2 ans. Alors, il y a 3 ans. plusieurs études, Non, c'est entre 8 et 10 ou jusqu'à 17, ça dépend des études, qui montrent que... C'est de la prospective. Enfin, on a du mal à y croire quand même. Hein. Pour autant, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui déjà, on est aux prémices de cette révolution industrielle. Enfin, on est même dedans. Quand on regarde par exemple un codeur aujourd'hui, s'il ne se met pas à jour dans son métier, s'il ne apprend pas les nouvelles techniques, etc., au bout de 5 ans, il est complètement obsolète. Donc il faut toujours apprendre. C'est la même chose pour un assistant de direction qui utilise des applications qui ne seront pas les mêmes 3, 4, 5 années après. Il va falloir toujours se former. Il ou elle restera assistant de direction. Oui, mais son métier va se transformer, c'est ça. Ah. C'est en ça. C'est-à-dire que bien sûr que le métier va continuer à exister, mais sous une forme un peu différente. Mais on se souvient au début des années Internet, il y avait un métier qui était simple, hein, un métier de responsable informatique, etc., qui s'est après splitté en community manager, en développeur, etc. Et donc du coup, ça s'est ramifié. Et ben, c'est tous ces métiers-là qui vont émerger. Expliquez-nous, Nicolas Hazard, cette quatrième révolution industrielle, celle de la robotisation et de l'intelligence artificielle, en quoi est-ce qu'elle est en train de bouleverser notre monde du travail et aujourd'hui et d'ici 2030? Parce qu'on ne parle pas d'un futur à 20 ans. Exactement. Déjà, la première chose, c'est qu'elle a déjà commencé, cette révolution industrielle. Elle va détruire des dizaines de millions d'emplois d'ici les 4-5 dernières années. Ça, c'est des études aussi qui ont été publiées. Donc, ça va créer beaucoup de pertes d'emplois du fait de l'automatisation, et on le voit déjà aujourd'hui, du fait de la robotisation. Mais pour autant, ça va en créer aussi beaucoup, et certainement beaucoup plus. Très schumpeterien, ça. C'est très schumpeterien, exactement. Mais ça va vraiment se passer comme ça, qu'il y aura plus de jobs qui seront fabriqués que ceux qui seront détruits. Moi, je le pense faut parler tous les cas. Quantité, il faut aussi parler qualité aussi. Voilà. Et ça, c'est très important parce que ce qui est la grande différence de cette révolution industrielle avec les précédentes, c'est qu'avant, ça ne touchait que les cols bleus. C'est-à-dire qu'en gros, un ouvrier était remplacé par une machine. Et donc, voilà, c'était le processus. Aujourd'hui, ça touche aussi les cols blancs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les ouvriers, il y a aussi les comptables. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que plus de 90% des comptables vont avoir leur métier qui va être transformé / remplacé. C'est la même chose pour des avocats. Remplacé par de l'IA, remplacé par de l'IA, par des choses qui existent. Mais ça ne veut pas dire que ce métier du coup disparaît, comme radiologue par exemple. Un radiologue, aujourd'hui, son métier va être transformé. Une IA va être beaucoup plus puissante qu'un radiologue parce qu'elle enregistre des millions d'images et donc elle pourra faire des diagnostics beaucoup plus rapidement qu'un radiologue. Pour autant, est-ce que le métier de radiologue va disparaître? Non. Mais c'est juste qu'il va être différent et qu'il va prendre une autre forme. C'est qu'avant, le radiologue, il passait 45 minutes en gros à regarder une radio et à l'analyser et 15 minutes avec le patient. Maintenant, avec l'IA, l'IA va lui donner en 5-10 minutes les résultats, il va pouvoir les voir et il pourra passer plus de temps avec les patients. Donc, finalement, ce qui est intéressant dans cette révolution industrielle, c'est qu'elle va nous rendre plus humains et elle va avoir des jobs qui seront plus humains. Et vous ne péchez pas par excès d'optimisme ou de naïveté en pensant vraiment que ce sera... on a envie de vous croire, on a envie d'y croire, mais... déjà, personne ne peut savoir. Oui. Donc déjà, il faut pouvoir se projeter. Il faut rester modeste. Mais moi, de ce que je vois, de ce que j'ai pu lire, etc., je pense qu'il y a des opportunités qui se créent. Mais attention, je ne suis pas non plus complètement naïf. Si on ne fait rien, notamment en termes de formation, si on ne forme pas les gens au métier de demain, là, on aura de la casse sociale, là, on aura des difficultés, etc. C'est tout le sujet de votre livre aussi. Sur les emplois qui vont disparaître,
Lesquels? Lesquels sont en première ligne aujourd'hui? Bah, bien évidemment, si je reprends par exemple, il y a un secteur qui crée beaucoup d'emplois qui est celui de la logistique aujourd'hui, hein, notamment dans les zones rurales. C'est un grand pourvoyeur d'emplois. Aujourd'hui, ces jobs-là vont disparaître. Un cariste ou un préparateur de commandes, globalement, il y a déjà des robots, notamment une start-up qui s'appelle Exotech, qui fait le boulot 5 à 10 fois plus vite. Donc ça, c'est déjà des jobs qui vont être remplacés. Pour autant, il y a d'autres jobs qui vont se créer dans d'autres secteurs. Et puis, les cols blancs, encore une fois, vont avoir aussi un impact. Ouais. Et dans la logistique, Nicolas Hazard, c'est intéressant. Plus de robots, ça veut dire moins de boulot. C'est bien un boulot qui se perd. Le mec qui fait plus les commandes. Ouais, c'est un boulot qui se perd, Donc, mais c'est peut-être deux boulots qui vont se créer. Parce que déjà, faut pouvoir les installer, les robots. Ensuite, il faut pouvoir les gérer, puisque derrière les robots, encore une fois, le robot, il n'est pas autonome, hein. L'intelligence artificielle, elle n'a d'intelligence que le nom. Ça reste encore très basique. Et donc, du coup, il y a des humains qui sont derrière pour le contrôler. Puis après, ça ouvre des jobs dans la communication, dans le secteur client, dans la relation client, etc. En gros, les jobs de demain vont être des jobs qui vont faire appel à nos compétences humaines, celles de la communication, de la capacité d'analyse et des capacités interpersonnelles. Ouais. Avec une répartition, on peut le rêver, je ne sais pas si ça se passera comme ça, on peut rêver une répartition des tâches entre le robot, les algos, et puis les humains, avec les deux qui se complètent. On a envie d'y croire là aussi. Hein. Exactement, c'est ce qu'on appelle la cobotique. Et La cobotique. la cobotique. Ouais. C'est cette complémentarité. Et justement, à travers les 21 portraits que je dresse dans le livre. Et on y vient, pardon, on y vient au justement, portrait, hein. qu'il peut y avoir une complémentarité et que la machine ne va pas remplacer l'homme, mais qu'au contraire, elle va lui permettre de mieux travailler. La machine, elle sait faire des tâches répétitives, elle sait analyser, mais est-ce qu'elle sait communiquer? Elle saura communiquer, elle saura inventer, elle saura créer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais elle le saura un jour, non? Alors aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas et on en est encore loin. C'est pour ça que, si on se projette à 10, 20, 30 ans, la machine ne sera pas capable de communiquer comme un être humain est capable de communiquer. Aujourd'hui, juste pour prendre un exemple, une machine, vous savez, quand on est un peu triste mais qu'on est joyeux à la fois, on pleure et on rit à la fois, ça, pour une machine, c'est impossible à comprendre, cette émotion-là, ce mélange-là. Alors qu'un enfant, quand il vous voit à peine 2 semaines ou 3 semaines après, il comprend tout de suite les émotions, il a beaucoup d'empathie. Et donc, cette empathie-là, les robots, ce n'est pas pour tout de suite qu'ils vont l'avoir. Donc du coup, sur cet aspect-là, les robots, en tous les cas, ne nous remplaceront pas. Nicolas Hazard, galerie donc de 21 métiers, réensauvageur, psychologue de robots, nostalgiste, nanomédecin. C'est quoi, c'est pour quand? Expliquez-nous. Ça a déjà commencé. Par exemple, si je prends le métier de nostalgiste, par exemple. Nostalgiste, qui est un de mes métiers préférés, j'avoue. En gros, c'est utiliser les casques de réalité virtuelle pour travailler notamment avec des personnes âgées autour des maladies type Alzheimer pour se remémorer des souvenirs, etc. Donc, c'est utiliser ce qui existe déjà aujourd'hui, c'est-à-dire la réalité virtuelle qui va se développer énormément avec le métaverse, etc. Mais plutôt que d'avoir des fins récréatives qui sont réservées aux jeunes pour le moment, demain, on aura aussi des fins curatives pour ça. Et donc, petit à petit, on va y arriver. Donc, pour guérir des Alzheimer, pour traiter, pas guérir, mais traiter des Alzheimer. Exactement. Et on peut travailler sur la mémoire, etc. Bon, nanomédecin, déjà, on y est un peu déjà, non? Oui, on y est déjà. Aujourd'hui, la nanomédecine, c'est le fait de pouvoir travailler sur des cellules pour, avec le séquençage ADN, de pouvoir anticiper des maladies qu'on peut avoir. Et donc, c'est d'arriver sur une médecine qui va devenir de moins en moins curative et va devenir de plus en plus préventive. Et comme il y a aussi, et c'est un des exemples dans le livre, des opérations qui vont pouvoir se faire à distance, et ce qui est bien pour notamment les zones rurales, et ça va offrir beaucoup de possibilités. Réensauvageur. Réensauvageur, c'est le fait de pouvoir réintroduire des espèces dans des écosystèmes, des espèces qui auraient disparu ou qui auraient, dans des écosystèmes pour essayer de travailler à réintroduire des espèces disparues. Et donc là aussi, séquençage ADN, les progrès de la technologie vont nous permettre, pourquoi pas, de créer un vrai Jurassic Park d'ici quelques années. Enfin, on n'y est pas encore, hein, mais en tous les cas, notamment pour certaines espèces qui n'existent plus sur certains continents, etc., c'est en tout cas recréer des nouveaux écosystèmes. Avant les dinosaures, il y aura les éleveurs de criquets. Ce qui n'a rien à voir, mais bon, voilà. Les éleveurs de criquets, parce qu'on est 8 milliards, on va être 10 milliards d'ici 2050, donc il y a besoin de sources de protéines. On sait que l'élevage, notamment... Vous avez goûté le criquet ?
Comment? Vous avez goûté le Oui, cricket? oui, oui. Et Moi, alors? j'aime beaucoup le cricket. C'est déjà très développé en Asie et en Afrique, Ouais. où c'est beaucoup plus simple et c'est une vraie source de protéines. Et donc, les insectes, c'est très bien. Et il y a déjà des boîtes qui se sont lancées en France et il y a déjà des agriculteurs qui ont monté des fermes d'élevage de cricket. Ça a quel goût, le cricket? Pardon, c'est pas le sujet. C'est assez croustillant Oui, j'imagine. et c'est comme un biscuit apéritif, c'est pas mal. D'accord. Bon, et psychologue de robot. C'est sérieux, ça? Ouais, c'est très sérieux. Alors, psychologue de robot, pourquoi il faut un psychologue de robot? C'est notamment pour les intelligences artificielles. Une intelligence artificielle, elle a des biais parce que derrière l'intelligence artificielle, celle qui l'a créée, bah, c'est généralement des jeunes de la tech, de la Silicon Valley ou qui sont en Chine, etc. et qui ont des biais sur la société. Et Ouais. on a remarqué qu'il y a des intelligences artificielles qui peuvent être discriminantes, racistes, etc. Et donc, du coup, ces biais-là, il faut pouvoir les détecter. Et ce n'est pas juste avec le code d'une manière très simple qu'on va pouvoir le faire. Il va falloir avoir d'autant plus parce que les intelligences artificielles vont être de plus en plus complexes, il va falloir avoir des personnes qui vraiment vont comprendre pourquoi il y a des biais et pourquoi il y a des discriminations sur des intelligences artificielles, pourquoi ça ne marche pas. Et ça va nécessiter un vrai travail de psychologue. Il y a les pilotes, mais il y aura aussi les pilotes de drones. Ça, c'est un métier d'avenir, ça. Alors, il y a des pilotes de drones et puis des contrôleurs aériens de drones. C'est-à-dire que, notamment, alors aujourd'hui, on utilise déjà beaucoup les drones pour l'agriculture, pour le cinéma, dans le BTP, Ouais. etc. Mais il y a tout le pan autour de la livraison qui est en train de se lancer. Les gros de la tech ont lancé pas mal de programmes là-dessus. Et donc, petit à petit, on va avoir des couloirs aériens qui vont être créés pour pouvoir faire de la livraison par drone. Ça va nécessiter d'être régulé. Donc, c'est un nouveau métier qui va émerger. On se dit quand même dans tout ça beaucoup de métiers scientifiques, non? Est-ce que ça restera, avec les parcours scientifiques, les études scientifiques, le Graal pour avoir un bon job intéressant et bien payé? Alors, Parce que si c'est le cas, ça exclut quand même beaucoup de monde, hein. Alors, justement, oui, les parcours scientifiques, si vous faites des études scientifiques, c'est sûr que vous aurez un bon job. Parce qu'effectivement, la composante tech, elle est importante. Donc ça, c'est un garant. Mais attention, dans la révolution industrielle là, qu'on est en train de vivre, les jobs qui font appel à des capacités purement humaines aussi seront très, très valorisés. Donc c'est ce que je disais, c'est capacités d'analyse, De création, créativité, relationnelle, communication. Et ça aussi, il y a ces beaucoup soft de choses qui skills vont faire. seront très importantes, Exactement. même si on n'a pas un profil scientifique. Exactement. Alors, le mieux, c'est si on a Les les deux. deux. Voilà. Alors là, les deux, là, je pense que c'est vraiment les jobs de demain, les jobs les mieux payés en tous les cas, c'est de mélanger les deux. Mais en tout cas, on n'est pas obligé d'être scientifique pour réussir dans le monde du travail de demain. C'est un bouquin, on a dû vous la poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est un bouquin pour les parents, pour les étudiants, pour ceux qui sont comme nous dans le monde du travail. Il est pour tout le monde ou, C'est pour tout le monde. C'est à la fois pour les étudiants, pour pouvoir avoir des perspectives un peu, de voir un peu les industries sachant qui qu'on vont sait se pas trop où on a développer. envie d'aller quand on est étudiant. Faut dire ce Exactement. qu'il y a. Mais c'est surtout pour nous qui sommes dans le monde du travail, pour tous ceux qui sont dans le monde du travail, parce qu'aujourd'hui, la particularité de ce monde du travail et de cette révolution industrielle, c'est qu'il va falloir se former tout au long de la vie. C'est fini le triptyque, on fait des études, on fait son boulot pendant Et la 40 retraite. et après on part à la retraite. Là, on fait des Bon, études. c'était bien quand même, non? C'était bien, mais bon, c'est fini. C'est fini, voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, bien sûr, on fait des études, mais du coup, il ne faut pas se mettre trop de pression sur les études. Et c'est ça aussi un message pour les étudiants, parce que d'un côté, on va commencer un boulot et sans doute, on devra se reformer pour faire autre chose, etc. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'apprendre, de se former, et parce que c'est ce qui peut nous faire réussir demain. Donc, il va falloir apprendre à apprendre. Voilà, à apprendre. Mais se former tout au long de sa vie en partant à l'école, mais qui va payer? Ça se passera où la formation, etc. Et ça pose beaucoup de questions. Bien sûr, et c'est pour ça que moi j'ai voulu écrire ce livre, c'est parce qu'il faut se préparer à ce monde de demain, il faut se préparer à ce nouveau monde du travail. Et donc aujourd'hui, nous on a des crédits de formation qui existent, voilà, mais pour autant il faut pouvoir, notamment pour les plus fragiles, avoir de l'accompagnement pour savoir où aller, comment se former, à quoi, etc. Et donc moi je pense qu'il faut vraiment investir un maximum
sur la formation continue et la formation professionnelle, parce que c'est l'avantage comparatif de notre économie par rapport à d'autres, là où d'autres ont déjà commencé. On est bon ou pas là-dessus? On n'est pas très bon. Voilà, pardon. On n'est pas très bon. Parce qu'on a aussi un système éducatif qui est un système très vertical, qui est un système encore assez ancien et qui était très adapté à la deuxième et à la troisième révolution industrielle, mais qui l'est un peu moins pour celle-là. Et donc il y a aussi notre système. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le prof qui donne c'est le prof cours, qui arrive, qui donne le cours. Il faut apprendre. C'est le sachant, on apprend par cœur, on ingurgite et on régurgite après pendant le contrôle. Et c'est comme ça qu'on passe. Là où il y a beaucoup de pédagogies qui sont dites des pédagogies plus actives, où c'est des pédagogies où on apprend par soi-même. Donc en gros, on nous donne un problème et on nous dit maintenant il faut le résoudre et vous devez chercher comment le résoudre, etc. Et donc, mais ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie en France, à l'école. Non, justement. Ça, c'est l'autre, mais ça, c'est ce que fait la Finlande, l'Estonie, le Japon, Singapour. En gros, c'est généralement les pays qui sont en tête dans les classements PISA. On se demande toujours pourquoi, vous savez, les classements PISA, etc., pourquoi on est au milieu, pourquoi on n'est pas si bon, etc. C'est plus une question d'argent. Non, ce n'est pas du tout une question d'argent, ça dépend des pays, c'est vraiment une question de pédagogie, une question d'autonomie des écoles aussi. Donc nous, on a un système très centralisé et très vertical, et en fait, on voit la différence avec d'autres pays. Et qui n'est pas adapté, manifestement, et qui est moins adapté l'évolution du monde du travail. Exactement, au marché du travail. Donc ça commence dès la petite école, en fait, qu'il faut transformer les choses. Donc il y a du boulot, dans tous les sens du terme, mais en tous les cas, ça vaut le coup de s'y atteler. Bon voilà, merci de passer nous voir. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? 21 métiers, il me le refait une dernière fois, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. Trouvez votre place dans le nouveau monde du travail. C'est aux éditions Flammarion et c'est signé Nicolas Hazard. Merci. Merci. Au revoir.